Merci de nous rejoindre sur Radio J, merci de votre fidélité. Et je vous le disais, il est avec nous en studio à Paris, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana, et cette fois-ci face à face. Et oui, en face à face cette fois. Merci d'être avec nous, en tout cas en studio, en direct. On parle toujours de l'actualité israélienne avec vous, de l'actualité politique qui est assez difficile à comprendre, mais vous êtes là pour nous aider justement à y voir plus clair. Alors on va commencer par cette information qui nous vient du journal Maariv, l'ambassadrice de France en Israël, Yael German, qui risquerait de quitter son poste dès que l'équipe de Benyamin Netanyahou entrera en fonction. Donc il faut rappeler que les négociations pour former la coalition sont toujours en cours. Yael German qui considère que le gouvernement israélien en gestation est d'extrême droite et elle ne souhaite donc pas le représenter. Alors est-ce que c'est inhabituel ? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça ? Est-ce que ça vous étonne ? Ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai que c'est la première fois. C'est vrai que c'est sans précédent dans les annales de l'histoire des relations franco-israéliennes, enfin concernant l'ambassade d'Israël en France. On avait un précédent qui restait très célèbre, celui d'Eli Barnavi, qui avait été nommé par Ben Ami et qui a décidé de rester à son poste parce que quelques mois plus tard, c'était en janvier 2001, eh bien c'était Ariel Sharon qui prenait la succession de Ehud Barak. Et Eli Barnavi a jugé bon, s'est dit je reste en poste. Il est resté jusqu'en 2003. Il les raconte dans ses mémoires qui ont été publiées il y a peu de temps et que d'ailleurs je recommande. Là, Yael German. Alors il faut peut-être expliquer qui est Yael German. Elle vient du Meretz, donc elle vient de historienne la gauche. De formation aussi. Voilà, elle vient de la gauche. Elle s'est surtout illustrée comme maire ou mairesse de la ville d'Herzliya. Voilà, dont elle a fait vraiment une ville très agréable, très très dynamique sur le plan culturel à bien des égards. Et elle a eu le mérite, en tout cas du point de vue de Yair Lapid, quand il a fondé son parti en 2013, de quitter le Meretz et de rejoindre Yair Lapid. Elle était ministre de la Santé pendant quelques années. Et voilà. Et là, je dirais, c'est en quelque sorte, c'était considéré pour elle-même d'ailleurs comme son dernier poste, un poste diplomatique. Les ministères des Affaires étrangères, et Lapid était, rappelez-vous, dans le gouvernement Bennett, ministre des Affaires étrangères, ils ont le droit de faire des nominations politiques, mais il était évident pour elle que elle serait restée dans un gouvernement sans Ben Gvir et Smotrich. Je suis à peu près convaincu. Parce qu'on dit qu'elle a la pression de Yair Lapid, qu'elle est très proche de Yair Lapid. Très proche de Yair Lapid. Alors sans doute, je pense également que de manière générale, elle voit bien que la négociation va pas, voilà, qu'il n'y aura pas de percée, et je pense que tout simplement, il lui sera difficile d'expliquer. Donc, je ne crois pas que ce soit un risque. Je crois tout simplement que c'est une décision, parce que c'est une femme qui a toujours été très intègre et qui estime que si elle n'est pas apte ou habilitée à défendre la politique israélienne, et vous savez l'importance que ça présente, il vaut mieux se retirer, et donc elle se retirera avec dignité. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui me semble tout à fait justifié lorsqu'on a le sentiment que on n'est plus à sa place. Eh bien, une décision personnelle, et on dit que c'est Yossi Sheli, donc un proche de Netanyahou, ancien ambassadeur d'Israël au Brésil, qui pourrait prendre sa succession. En tout cas, on verra ce qu'il en est. Alors, l'autre sujet dont nous parlons ce matin, Denis, concerne donc l'actualité politique, les tractations, les négociations pour former la coalition qui se poursuivent. Et dans le même temps, ce matin, Israël qui se prépare à une journée parlementaire déterminante, puisque c'est aujourd'hui que doit être désigné le nouveau président de la Knesset. Et je crois que c'est une nomination très importante. Oui, c'est une nomination importante. C'est quand même dans l'organigramme de la vie politique israélienne. Après le président de l'État d'Israël, avant le Premier ministre, c'est le président de la Knesset. C'est vous dire l'importance qu'on accorde à cette fonction. Et là, effectivement, elle est capitale. D'abord parce qu'il y a un changement de majorité, il faut bien que ça se traduise, mais c'est surtout parce qu'on va avoir un calendrier parlementaire extrêmement chargé. Pourquoi ? Eh bien, parce que un des ministres les plus importants, les plus significatifs dans ce nouveau gouvernement, c'est Aryeh Deri, le fondateur du Chasse, du parti Chasse, et lequel, comme on s'en rappelle peut-être, a été condamné une deuxième fois, et cette fois, enfin dans cette seconde fois, pour prison avec sursis. Or, la loi israélienne prévoit que une personnalité politique, une personnalité publique ne peut pas être nommée ministre si elle a encouru une peine de prison. Et tout le litige, mais il n'y a pas écrit prison ferme ou prison avec sursis, et donc en théorie, il faut aller voir la Cour suprême pour demander son avis. Mais Netanyahou en a tellement peur, et Aryeh Deri d'ailleurs également, ils craignent tellement que l'avis puisse être contraire, c'est-à-dire une peine de prison. Si c'est écrit peine de prison, sursis ou pas sursis, ça revient au même. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer une chose qui est très
particulier à Israël et qui n'est pas tout à fait à l'honneur des annales de la vie parlementaire, eh ben on va faire une loi pour modifier en disant qu'il n'y a qu'une peine de prison ferme qui empêche une personnalité publique de devenir ministre. Voilà. Et ça, je dois dire que c'est un spectacle en termes de vie démocratique qui est, comment dirais-je, qui est légitime, légal, mais effectivement, ce n'est pas à la gloire. Et je le dis, alors même que je suis un des premiers à reconnaître que Ariel Henry est un homme qui travaille, un homme qui bosse, un homme qui est d'ailleurs une voix souvent très modérée au sein du gouvernement. Donc je dirais presque qu'il est indispensable dans ce futur gouvernement. Mais voilà, pour ça, il faut faire des lois personnelles. On appellera sans doute la loi Derry, celle qui va qualifier, donc celle qui va autoriser à nommer comme ministre quelqu'un qui a une peine de prison avec sursis. Alors, vous parlez d'Ariel Henry, donc cet accord qui a été conclu la semaine dernière entre le Likoud et le Chasse, selon l'accord signé mercredi dernier. Ariel Henry serait ministre de l'Intérieur et ministre de la Santé jusqu'en 2024, puis il quittera ses ministères pour prendre la tête de celui des Finances en rotation avec Bezalel Smotrich. Donc c'est assez compliqué à comprendre. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, nous, ici en France. Qu'est-ce qui bloque exactement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si seulement, Ilana, c'était compliqué. Mais le problème, c'est que, prenez le cas du ministère de la Santé et du ministère des Finances. Personne, dans quelques pays que ce soit, démocratique ou non, personne n'osera dire que ce ne sont pas des ministères clés. Or, on est en train de fabriquer, alors à la fois, on saucissonne les ministères, d'une part, ce qui est quand même très problématique, mais surtout, on leur dit, vous allez exercer 2 ans et puis vous allez exercer une rotation. Et je dirais que si j'étais Premier ministre, vous savez, tout Israélien est toujours potentiellement une sorte de Premier ministre dans sa tête. Denis Charbit, prochain Premier ministre. Alors, si j'étais Premier ministre, ou j'étais même président de la Knesset ou parlementaire, je ferais voter une loi comme quoi on n'a pas le droit de faire de rotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ministère des Finances, le ministère clé, celui qui distribue les cordons d'abord, qui décide que 2 ans. Alors, écoutez, moi, Smotrich, on dit qu'il est très intelligent, qu'il c'est un bosseur de première, formidable, etc. Il va pas avoir appel. Alors, je pense qu'il travaille déjà, il bosse déjà. Il n'aura pas le temps de comprendre les dossiers, de faire voter un budget. Au bout de 2 ans, on va dire, ça y est, bye bye. Quelle réforme à long terme on peut faire quand on sait qu'on est pour 2 ans? Et pour la santé, idem. Et ça, je dirais que, et ce qui est pour moi assez terrifiant, en tout cas pénible à le dire à cette antenne, c'est que, alors voilà, on a un État d'Israël, on va fêter le 75e anniversaire, et on donne un tel spectacle d'une sorte de, je dirais, de mépris des normes démocratiques. Une norme démocratique, on fait pas une loi pour un ministre parce qu'on veut le nommer ministre. Une norme démocratique, on donne pas un ministère 2 ans parce qu'il y a des pressions politiques de l'autre côté, etc. Et vous avez raison de dire c'est compliqué, mais si seulement c'était compliqué, on peut toujours clarifier une situation. C'est aussi pas très beau à voir. Et puis il y a la question du temps qui est très long aussi pour former cette coalition. Est-ce que Benyamin Netanyahou va réussir? On se pose la question. Il va réussir, c'est très clair. Alors voilà, alors on va en profiter ce matin. Deuxième réforme que j'aurais passée si j'étais Premier ministre, c'est réduisez à 2 semaines le temps de former le gouvernement. Vous allez voir qu'en 2 semaines, tous les gouvernements israéliens seront formés. On leur donne 1 mois. Alors bien entendu, les partis politiques qui sont dans des tractations, là c'est du rapport de force, ça c'est normal, il faut distribuer tel portefeuille à qui, à l'autre, etc. On a 28 jours et encore 14 jours, ça va prendre 42 jours. Est-ce que vraiment... Alors, en plus, il y a une sorte de contradiction que je ne peux pas m'empêcher de souligner. On n'a pas cessé toute la campagne électorale de nous dire que c'est le pire des gouvernements israéliens, mais on le laisse encore gouverner 42 jours alors qu'il nous mène à la catastrophe. Enfin, vous voyez la contradiction. Non, ça, c'est vrai qu'il faudrait réformer une bonne fois pour toutes, de dire on a le droit à 14 jours et après 14 jours on a le droit encore à 1 semaine et en 3 semaines c'est bouclé. Parce que là du coup il reste 1 semaine, c'est ça? Oui, il va rester 10 jours environ, voilà. Mais il y arrivera. Mais ça c'est comme, je veux dire, c'est comme dans toutes les négociations quand en fait c'est la loi qui va siffler la fin de la récréation. Ça y est, vous n'avez plus qu'un jour. Bien entendu qu'ils vont pas rater la formation de ce gouvernement, mais au prix de tellement d'attentes qui est inutile. Encore une fois, on sort de 3 ans d'instabilité politique. Même l'année du gouvernement Bennett-Lapid n'a pas été un modèle de stabilité. Alors qu'on disait que c'est une alliance, un bloc homogène, sur le plan idéologique, ils sont tous d'accord sur tout, etc. Et pour négocier, s'il y a 42 jours, ils prennent 42 jours. Alors, un dernier point peut-être pour terminer, Denis, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps des pressions du sionisme religieux, donc des personnages controversés comme Itamar Ben-Gvir, comme Bezalel Smotrich. Et selon la chaîne 13 de la télévision, c'est notre correspondant Daniel Haïk qui nous l'apprenait ce matin, Ben-Gvir aurait posé une nouvelle condition à un accord de coalition, un droit de veto dans la commission ministérielle des lois.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est l'art de la négociation, l'art du rapport de force, du bras de fer jusqu'au bout. Je vais vous dire, il y a une personne que, je ne sais pas, je dois la plaindre parce que je pense que Netanyahou est très heureux de former son 6e gouvernement, mais je pense qu'il voit déjà à quel point ça va être très très difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que Ben Gvir, il n'a pas l'habitude, je dirais, il n'a pas le sens de l'État. Alors quand on n'a pas le sens de l'État, quand tout est aussi manifeste et c'est tellement clair, tout le monde voit, quand c'est tellement transparent, voilà, on n'a pas... je veux dire, je sais pas, mais j'imagine là aussi que si j'étais à sa place, j'aurais honte de dire, allez, au dernier moment, allez, encore une exigence de plus. Ouais. Non, voilà. Et ça, je crois qu'on va le payer. Pour Benyamin Netanyahou aussi. Je crois que c'est très compliqué. Il rentre dans un gouvernement où il y a effectivement une sorte de cohésion idéologique et surtout une majorité très stable qui permet d'envisager au moins 2-3 ans de stabilité politique, mais avec des courants intérieurs et des rivalités internes qui vont peser lourdement sur le gouvernement. On aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Et peut-être en studio à Paris. Et en studio à Paris. Merci beaucoup, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On vous retrouve donc tous les lundis matins sur Radio J et puis également en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo en studio aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Radio J. À bientôt, Denis. Merci, Lana.